J'ai oublié mon dossier chez moi et j'y suis retournée. J'ai entendu mes parents parler dans leur chambre de leur complot pour se débarrasser de moi et j'ai été choquée, puis ce que j'ai fait les a fait paniquer. Je m'appelle Léontine, j'ai 32 ans, et je suis la directrice générale de Logistique Durand. Ce n'est pas seulement un titre, c'est mon sang, mon héritage, l'entreprise que mon grand-père a bâtie à partir d'un seul camion et de la boue de Normandie. Ce jeudi matin-là, j'étais sur l'autoroute A13. Le volant de ma berline de fonction était lisse sous mes paumes. J'avais déjà fait 45 minutes de route, filant vers Lille pour la grande conférence annuelle Logistique 4.0. J'allais y présenter notre nouveau système de suivi en temps réel, un projet que je portais à bout de bras depuis un an. J'étais concentrée, déjà en train de répéter mon discours dans ma tête. Et puis, comme un coup de poing dans l'estomac, l'image m'a frappée. Le dossier. Le dossier en cuir bleu que mon père m'avait tendu la veille, posé sur le coin de mon bureau à la maison. Juste une procuration bancaire de routine, ma fille, m'avait dit Cyprien, mon père. La banque a besoin de mettre à jour les signataires du trust. Signe-le quand tu rentres de Lille, pas d'urgence. J'ai juré, un mot sec qui a fendu le silence de l'habitacle. J'ai donné un coup de volant sec, faisant crisser les pneus sur l'asphalte pour prendre la prochaine sortie. Demi-tour. J'étais furieuse contre moi-même. Perdre près de 2 heures pour un simple oubli. J'ai traversé Rouen en trombe. Je me suis garée dans notre allée, à côté de l'entrepôt principal. La maison, où j'avais grandi, était silencieuse. Morte. C'était étrange, même pour un jeudi matin. Je suis entrée sans faire de bruit, mes talons claquant sur le carrelage de l'entrée. Papa? Maman? Rien. Je suis allée directement à mon bureau, au rez-de-chaussée. Le dossier était là, exactement où je l'avais laissé. J'ai soupiré de soulagement. J'allais juste le prendre et repartir. Et c'est là que je l'ai entendu. Sur le comptoir de la cuisine, un vieux babyphone que nous utilisions lorsque ma cousine venait avec son bébé le week-end dernier. Il était resté allumé. Et il crépitait. Il transmettait un son clair, précis, depuis la chambre de mes parents, juste au-dessus. J'ai figé. C'était la voix de mon père, Cyprien. Mais ce n'était pas sa voix habituelle. Elle était basse, calculatrice. Signe comme ça, et la banque n'y verra que du feu. Les 2 millions d'euros seront virés lundi. 2 millions? De quoi parlait-il? Mon cœur a commencé à marteler. Puis, la voix de ma mère, Armelle. Mais ce n'était pas la voix tremblante d'une femme effrayée. C'était la voix froide de la directrice financière de notre entreprise. Mais le trust. Léontine est l'unique héritière. Il faut se débarrasser d'elle, la sortir de là. L'acte de PP est blindé. Se débarrasser de moi? L'avocat véreux s'en charge, a repris mon père. Elle est à Lille pour toute la semaine. Ça nous laisse le temps. Barnabé aura ses 50 000 euros pour se taire. Quand elle rentrera, il n'y aura plus rien pour elle. Elle sera ruinée. Ma respiration s'est bloquée dans ma poitrine. Je ne pouvais plus bouger. Le sol semblait tanguer sous mes pieds. C'était un cauchemar. Ce n'était pas possible. Mes doigts, tremblants, ont cherché mon téléphone dans ma poche. J'ai failli le laisser tomber. J'ai ouvert l'application d'enregistrement. J'ai appuyé sur le bouton rouge. Et ce que j'ai fait ensuite, ce que j'ai planifié dans les heures qui ont suivi, les a fait paniquer. Mais ils ne le savaient pas encore. Si ce complot, cette trahison pure, vient de vous glacer le sang autant que moi, si vous sentez cette boule de colère monter, alors appuyez sur « J'aime » et dites-moi d'où vous m'écoutez. Je suis sérieuse. De quelle ville? De quel pays? Est-ce qu'il fait jour ou nuit chez vous? J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule à vivre ça. Parce que la suite, le chaos ne fait que commencer. Je n'ai pas conduit jusqu'à Lille. Je ne pouvais pas. J'ai conduit sans but, les voix de l'enregistrement tournant en boucle dans ma tête, se mêlant au battement de mon cœur. Finalement, je me suis arrêtée dans un Formule 1 anonyme en périphérie de Rouen. Une chambre qui sentait la javel et le tabac froid. J'ai payé en espèces. J'ai verrouillé la porte à double tour. Je me suis assise sur le lit au couvre-lit douteux.
Et pendant que l'enregistrement audio jouait, mon esprit, comme pour se torturer, est revenu au petit déjeuner. Ce matin même. Il y a à peine 3 heures. L'image était parfaite. Une publicité pour une vie de famille idéale. Mon père, Cyprien, 60 ans, les manches de sa chemise retroussées, faisait sauter des crêpes. C'était son rituel les jours où je partais en déplacement important. Pour te donner de la force, ma fille, disait-il. L'odeur du beurre et du sucre vanillé remplissait la cuisine. Il fredonnait, parlant des premiers camions de Pépé, mon grand-père. Il n'avait rien, ton grand-père, juste de l'huile de coude et de l'ambition. Ma mère, Armelle, 58 ans, me versait un café noir. Elle était la directrice financière, la tête pensante de la famille, toujours impeccable. Elle m'a rappelé avec un sourire, n'oublie pas de renégocier les contrats de carburant à Lille, Léontine. Fais-les plier. Tu es la meilleure pour ça. Et puis Barnabé. Mon petit frère. 22 ans. L'éternel étudiant, l'enfant gâté. Il est descendu en traînant des pieds, ses cheveux en bataille, et s'est plaint de ses examens à venir. Cyprien lui a donné un billet de 50 € en riant. Pour te motiver. Barnabé a roulé des yeux, mais a empoché le billet. C'était ma famille. Mon roc. Mon esprit a dérivé plus loin. 10 ans en arrière. J'avais 22 ans. Pépé, le chêne, comme on l'appelait, venait de mourir d'une crise cardiaque, ici même, dans le hangar. Après l'enterrement, Cyprien m'avait prise par les épaules. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était ferme. Logistique Durand, c'est notre sang, Léontine. C'est toi l'avenir, maintenant. J'ai besoin de toi. Il m'avait tout appris. J'étais son ombre. Il m'a appris à lire une feuille de route, à négocier avec les clients les plus durs, à sentir un moteur qui allait lâcher rien qu'au son. Il était mon mentor, mon héros. Mais alors, une autre voix est revenue. Une voix plus ancienne, plus grave. Celle de mon grand-père. Quelques semaines avant sa mort, il m'avait appelé dans son bureau. Il était affaibli, mais son regard était toujours aussi perçant. Il avait pris ma main. Ses paumes étaient rêches, marquées par des décennies de travail. Léontine, avait-il murmuré, ton père est un homme bon. Mais il a les poches percées. Il est faible avec l'argent. Il l'a toujours été. J'avais froncé les sourcils. Que veux-tu dire, Pépé? Fais-moi une promesse, avait-il insisté. Tu devras être forte. Plus forte que lui. Tu devras protéger cet héritage. Contre tout le monde. Tu me le jures? À l'époque, j'avais cru qu'il exagérait. Qu'il parlait juste de la générosité parfois excessive de mon père. J'avais haussé les épaules. Ne t'inquiète pas, Pépé. Je gérerai. Assise sur ce lit d'hôtel miteux, l'avertissement de mon grand-père m'est revenu comme une gifle. Il a les poches percées. Protéger cet héritage. Contre tout le monde. Il n'avait pas vu seulement la faiblesse de son fils. Il avait vu la mienne. Mon admiration aveugle. Ma confiance absolue. Et cette faiblesse venait de me coûter 2 millions d'euros. Et peut-être tout le reste. Pour que vous compreniez l'ampleur de la trahison, il faut que vous compreniez ce qu'était Logistique Durand pour moi. Ce n'était pas un chèque de paie. Ce n'était pas une ligne sur un CV. C'était ma vie, matin, midi et soir. Ma journée commençait à 5 heures. Pas de réveil. Mon corps était calibré. Avant même que le soleil ne se lève sur la Seine, j'étais dans la cour de l'entrepôt, une tasse de café fumante à la main. L'air froid de la Normandie me pinçait le visage. Je vérifiais les horaires des chauffeurs. Je parlais avec l'équipe de nuit. J'inspectais les camions frigorifiques moi-même. Bonjour patronne, me lançaient les chauffeurs, des hommes durs, des anciens de la route qui en avaient vu d'autres. Ils m'appelaient patronne, pas par obligation, mais par respect. Un respect que j'avais gagné non pas en m'asseyant dans un bureau, mais en apprenant à changer un pneu de poids lourd avec eux, sous une pluie battante, à 3 heures du matin. À 7 heures, la symphonie commençait. Le vrombissement des moteurs diesel. Le bip incessant des chariots élévateurs.
Les rires et les ordres criaient dans l'air froid. C'était le son de l'entreprise de Pépé, vivante et vibrante. C'était l'orchestre que je dirigeais. Parfois, Cyprien sortait sur le perron de la maison, en robe de chambre, son propre café à la main. Il regardait les camions partir, un par un. Il me faisait un signe de tête, un sourire approbateur. Un sourire que je chérissais. Un sourire qui, je le savais maintenant, était un masque. Et mon sacrifice dans tout ça? Il était total. À 22 ans, juste après la mort de Pépé, j'avais reçu une lettre. Une acceptation. Une place dans la meilleure école de commerce de Paris. C'était mon rêve. J'avais même un petit ami à l'époque, un étudiant en art qui parlait de m'emmener en Italie. Je me souviens avoir tenu cette lettre dans ma main. Et Cyprien était entré. Il n'avait rien dit. Il s'était juste assis sur le lit de ma chambre d'enfant. Il avait l'air si fatigué, si perdu sans Pépé. « Je ne peux pas le faire sans toi, Léontine », avait-il murmuré. J'avais regardé la lettre. Puis j'avais regardé mon père. J'avais regardé par la fenêtre l'entrepôt que mon grand-père avait construit. J'avais déchiré la lettre. Le petit ami est parti en Italie sans moi. Je suis restée. J'avais choisi ma famille. J'avais choisi l'héritage. Chaque fin d'année, nous organisions une grande fête pour les employés et leurs familles. C'était sacré. Des merguez, des baguettes, des fûts de bière. Cyprien montait sur une estrade improvisée, faite de palettes. Il prenait le micro et racontait l'histoire de Pépé. Il parlait de loyauté, de famille, d'héritage. Les gens applaudissaient. Les enfants couraient partout. C'était notre famille. Une famille élargie de 60 personnes. Assise dans cette chambre d'hôtel, j'ai ri. Un rire sec, sans joie. J'avais sacrifié mon rêve, ma jeunesse, ma vie amoureuse, pour préserver cet héritage. J'avais donné mon âme à cette entreprise. Et pourquoi? Pour qu'il puisse me sortir de là. Pour qu'il puisse vendre le cœur de l'entreprise, payer des dettes secrètes, et me laisser sur le carreau. Ils n'avaient pas seulement volé de l'argent. Ils avaient volé ma vie. Ils avaient volé mes sacrifices. Et ça, c'était impardonnable. Mon esprit ne me laissait aucun répit. Il était devenu une salle d'interrogatoire, me forçant à revoir chaque scène, chaque souvenir, à la lumière de cette nouvelle et horrible vérité. Les signes avant-coureurs. Les drapeaux rouges que j'avais ignorés. L'année dernière. Le dîner de célébration. Un moment si parfait. J'avais passé des mois à négocier, et j'avais finalement décroché le plus gros contrat de notre histoire. Une exclusivité avec une chaîne de supermarchés régionale. 15% d'augmentation du chiffre d'affaires, d'un coup. Ce soir-là, Cyprien avait ouvert une bouteille de champagne qu'il gardait, pour les grandes occasions. Il avait levé son verre. À ma fille. À la nouvelle reine de la logistique normande. Elle dirige ça mieux que je ne l'ai jamais fait. Il m'avait ébouriffé les cheveux, comme quand j'étais enfant et que j'avais eu une bonne note. Armelle, assise à côté de moi, avait serré ma main sous la table. Ses yeux brillaient de fierté. Une fierté que je savais maintenant être une comédie. Combien de dettes avait-elle déjà cachées à ce moment-là? Même Barnabé avait levé son verre de soda. Santé, la chef. Ça mérite bien une augmentation de mon argent de poche, non? Nous avions tous ri. C'était une blague. N'est-ce pas? Mais maintenant, je me souvenais aussi d'autres moments. Des moments que j'avais classés comme stress, mauvaise humeur. Il y a 6 mois. Je travaillais tard, encore, sur une nouvelle proposition d'appel d'offres. Armelle était entrée dans le bureau. Elle avait l'air épuisée, ses traits tirés. « Tu ne penses qu'au travail, Léontine », m'avait-elle dit, sa voix tendue. « Tu ne vois pas comme ton père est stressé? Tu ne vois pas comme je suis fatiguée? Tu mets trop de pression sur tout le monde avec tes nouveaux systèmes, tes nouvelles idées. » Je m'étais sentie terriblement coupable. J'avais pensé que mon ambition les blessait. J'avais ralenti. J'avais arrêté de poser des questions. Quand j'avais demandé à Armelle, il y a 3 mois, pourquoi les frais de maintenance des camions avaient soudainement explosé, elle m'avait répondu sèchement, « Ce sont des machines, Léontine.
Elles vieillissent. C'est de l'usure. Occupe-toi de tes clients, je m'occupe des chiffres. Et je l'avais laissé faire. Je lui avais fait confiance. C'était ma mère. C'était la directrice financière. Elle savait ce qu'elle faisait. Oh, oui. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle ne me protégeait pas du stress. Elle me manipulait pour que je regarde ailleurs. Elle m'endormait avec des éloges d'une main, tout en signant des chèques de l'autre. Cyprien était peut-être le joueur, le « faible », comme disait Pépé. Mais Armelle était le cerveau. Elle était la complice silencieuse, celle qui maquillait les comptes, celle qui rendait le vol possible. Et la procuration ? Le dossier en cuir bleu qui était maintenant posé sur la table de nuit de l'hôtel ? Je l'ai ouvert. Les mots me sautaient au visage. Procuration irrévocable. Autorisation de gestion des actifs. Vente. Ce n'était pas une routine bancaire. C'était l'arme du crime. C'était la signature finale qui leur donnerait le contrôle total pour vendre les actifs, vider les comptes, et me laisser avec une coquille vide. Et Cyprien, mon père, mon héros, me l'avait tendu avec un sourire. Pas d'urgence, ma fille. L'urgence, c'était qu'il ne m'avait pas encore vu la signer. Je suis retournée à l'enregistrement audio. J'avais besoin de l'entendre à nouveau. J'avais besoin de graver chaque inflexion, chaque mot, dans ma mémoire. J'avais besoin de tuer la petite fille en moi qui cherchait encore des excuses. J'ai mis des écouteurs. J'ai fermé les yeux. La voix de Cyprien. Claire et posée. J'ai téléchargé l'application de falsification de signature hier soir. J'ai scanné sa signature sur ses vieilles cartes de Noël. J'ai pratiqué toute la nuit. C'est parfait. Même elle ne verrait pas la différence. Mes cartes de Noël. Celles que je lui écrivais avec tant d'amour chaque année. Il les avait gardées, pour ça. Puis Armelle. Sa voix n'était pas celle d'une victime. Elle était amère. Rancunière. J'ai passé 30 ans de ma vie à nettoyer ses dégâts financiers. 30 ans. À couvrir ses paris stupides, ses investissements ratés qui n'étaient que des week-ends de débauche. J'en ai marre. Prenons ces 2 millions et partons au soleil. Il est temps de penser à nous. Et Léontine, demanda Cyprien. Il y eut une pause. Une seule seconde de silence. Puis la voix de ma mère, tranchante comme un rasoir. Léontine ? Elle est comme son grand-père. Elle est forte. Elle est dure. Elle s'en sortira toujours. C'est nous qui ne nous en sortirons pas sans cet argent. Elle nous le doit bien. Elle nous le doit bien. Mon estomac s'est tordu. Cyprien a continué. Bien. C'est réglé. Barnabé a déjà donné son accord. Les 50 000 € couvriront sa dette auprès des usuriers. Ces types commençaient à devenir nerveux, ils ont appelé à la maison hier. 50 000 €. Des usuriers. Mon petit frère, le gamin à qui je donnais encore de l'argent de poche pour ses sorties. J'ai sauvegardé le fichier. 3 minutes et 14 secondes d'enfer pur. Je l'ai étiqueté, preuve 1. Mon esprit est retourné à la maison. À l'instant où je sortais du bureau. Et je l'ai revu. J'ai revu l'ombre dans l'escalier. Le bruit. J'avais presque oublié. J'avais quitté le bureau sur la pointe des pieds. J'allais sortir. Et j'ai entendu un grincement de parquet au-dessus de moi. J'ai levé les yeux. Une silhouette se tenait dans l'ombre du palier. Mon cœur a sauté dans ma gorge. Ils sont partis, a chuchoté la silhouette. C'était Barnabé. Mon sang s'est glacé. Il n'était pas dans sa chambre, endormi. Il n'était pas à la fac. Il était là. Il était juste au-dessus de moi. Il faisait le guet. Pour eux. Contre moi. Ce n'était pas une simple trahison. C'était une conspiration. Toute ma famille était liguée contre moi. Je n'ai pas répondu. J'ai retenu mon souffle, priant pour qu'il ne descende pas. Il a attendu une seconde de plus, puis a haussé les épaules et est retourné dans sa chambre, son téléphone brillant dans le noir. Il pensait que j'étais un courant d'air. Je suis sorti de la maison.
L'air frais de la Normandie m'a frappé, mais je ne sentais rien. J'étais engourdi. C'est une chose d'être trahi. C'en est une autre de réaliser que vous êtes complètement seul. Que le petit frère que vous avez protégé toute votre vie est en fait le gardien de la prison de vos parents. Que auriez-vous fait à ma place? Quand vous réalisez que chaque personne que vous aimez, chaque personne de votre sang, est en fait votre ennemi, que feriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que ce que j'ai ressenti à ce moment-là, cette solitude absolue, je ne le souhaite à personne. J'ai réussi à atteindre ma voiture. J'ai fermé la portière sans faire de bruit. J'ai roulé en roue libre jusqu'au bout de l'allée avant d'allumer le moteur, mes mains tremblant si fort que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour tourner la clé. J'ai conduit quelques kilomètres. Puis je me suis rangé sur le bas-côté, sous un arbre, le long de la Seine. L'eau était grise, comme mon âme. Et c'est là que j'ai composé le numéro de la maison. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de la confirmation. Cyprien a décroché à la 2e sonnerie. Allô? J'ai pris ma voix de conférence. Enjouée, professionnelle. La voix de la fille parfaite. Salut papa. C'est moi. Je voulais juste te dire que je suis bien arrivée à l'hôtel à Lille. La circulation était horrible. Je suis épuisée. Il y eut un silence. Puis j'ai entendu un soupir. Un soupir de soulagement. Un son presque inaudible, mais pour moi, il a résonné comme un coup de fusil. Ah, Léontine. Ma fille. C'est bien. Je suis content que tu sois arrivée. Repose-toi bien. Et travaille bien, hein? On est fiers de toi. On est fiers de toi. L'hypocrisie m'a donné la nausée. Merci papa. Je vous appelle plus tard dans le week-end. J'ai raccroché. J'ai regardé le téléphone. Travaille bien. Il comptait sur ma force, mon dévouement, pour mieux me poignarder dans le dos. Et puis, mon téléphone a vibré. Un message d'Armelle. De maman. Bonne route, ma chérie. Fais attention sur l'autoroute. Maman t'aime. J'ai lu les mots. Maman t'aime. Et j'ai craqué. J'ai lâché le téléphone et j'ai hurlé. Un son qui ne venait pas de ma gorge, mais de mon ventre. Un cri de bête blessée. J'ai frappé le volant, encore et encore, jusqu'à ce que mes paumes me brûlent. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour la petite fille qui adorait son père et qui pensait qu'il était le roi du monde. J'ai pleuré pour l'adolescente qui admirait sa mère et voulait être aussi élégante et intelligente qu'elle. J'ai pleuré pour la femme de 32 ans qui venait de réaliser qu'elle était orpheline. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était un deuil. Un deuil brutal, instantané. Mes parents étaient vivants, ils respiraient, mais pour moi, ils venaient de mourir. Je me suis laissé pleurer pendant 10 minutes. 10 minutes de chagrin pur et dévastateur. Puis, j'ai senti quelque chose changer. Le froid est revenu. Mais ce n'était plus de l'engourdissement. C'était de l'acier. Les larmes se sont arrêtées. J'ai essuyé mon visage d'un revers de main. Le deuil était terminé. La guerre commençait. J'ai rallumé mon téléphone. J'ai téléchargé l'enregistrement audio sur un cloud sécurisé, protégé par un mot de passe que seul moi connaissais. Premier appel, Sidonie. Ma meilleure amie depuis la fac, la seule qui avait compris pourquoi j'avais déchiré ma lettre d'acceptation pour Paris. Elle était maintenant une jury comptable impitoyable à la défense. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Léo? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas censé être à Lille? J'ai besoin de toi. Je ne peux pas t'expliquer maintenant. J'ai besoin que tu entres dans les comptes de logistique Durand. Discrètement. J'ai besoin de tout savoir sur les dettes de mon père. Et sur un compte au nom de jeune fille de ma mère, Armelle Fournier. Silence. Donne-moi 1 heure. 2e appel, Maître Vallet. L'avocat de Pépé. Le seul homme que mon grand-père écoutait. Il avait 80 ans, mais son esprit était toujours aussi vif. Maître. C'est Léontine Durand. J'ai besoin de vous voir. Demain. De toute urgence. Il s'agit du trust de mon grand-père.
Je vous attends à 9 heures, mademoiselle. J'ai démarré la voiture. Je n'allais pas à Lille. Je n'allais pas à la maison. J'allais à l'hôtel. Mon nouveau quartier général. Le plan était simple. 1. Rassembler les preuves. 2. Geler les actifs. 3. Les affronter. Et les détruire. J'ai pris la chambre au Formule 1 sous le nom de Sidonie. Sidonie Lefebvre. J'ai payé 2 nuits en espèces. Le réceptionniste m'a à peine regardé. J'ai acheté un téléphone prépayé et une carte SIM dans une station-service. Ma nouvelle vie commençait. Une fois dans la chambre, j'ai verrouillé la porte. J'ai allumé mon ordinateur portable. La première chose que j'ai faite a été de me connecter au système de caméras de sécurité de l'entrepôt. Nous les avions installés l'année dernière, après une vague de vols de diesel. Je réalisais maintenant, avec une clarté amère, que Cyprien avait probablement organisé ces vols lui-même pour couvrir ses premières pertes. Mon cœur battait la chamade. J'ai rembobiné l'enregistrement de la veille. 18 heures, le bureau principal. Mon bureau. J'ai regardé, le souffle coupé. Cyprien est entré. Il n'était pas seul. Il transportait une imprimante portable et un scanner. Armelle était avec lui. Elle a fermé la porte du bureau à clé. Puis elle s'est tenue près de la porte, jetant des coups d'œil nerveux dans le couloir, faisant le guet. Cyprien s'est assis à mon bureau. À ma place. Dans mon fauteuil. Il a ouvert le coffre-fort mural. Le coffre dont je pensais être la seule à connaître la combinaison, celle que Pépé m'avait donnée sur son lit de mort. Seulement toi, Léontine. Un autre mensonge. Cyprien a sorti une liasse de vieux chèques de l'entreprise. Des chèques que j'avais signés il y a des années, pour des paiements de fournisseurs. Il les a scannés. Un par un. Puis il a ouvert son ordinateur portable, a lancé un logiciel que je ne connaissais pas. J'ai regardé, horrifié, ma propre signature apparaître à l'écran. Il l'a nettoyée, l'a isolée, a ajusté les courbes. Il travaillait avec la concentration d'un artisan. Puis il a sorti les documents de la procuration. Le dossier en cuir bleu. Il a inséré ma signature numérique sur la ligne pointillée. Il a imprimé 3 copies. C'était parfait. Indiscernable. Le sang m'a quitté le visage. Il ne s'était pas seulement entraîné sur des cartes de Noël. Il avait créé une fausse signature professionnelle. Mais le pire était à venir. 21h47, la caméra extérieure, celle qui surveille les silos à carburant. Le pick-up cabossé de Barnabé est arrivé. Il s'est garé dans l'ombre, loin des lumières principales. Cyprien est sorti du bureau et l'a rejoint. Ils ont parlé quelques secondes. Cyprien lui a tendu une enveloppe. Une enveloppe épaisse, gonflée. Barnabé l'a prise. Il ne l'a même pas ouverte. Il l'a glissée dans la poche de son sweat à capuche, a fait un signe de tête à son père, et est parti sans même un regard en arrière. Mon petit frère. Le gamin que j'avais emmené à son premier match de foot. Le gamin à qui j'avais appris à faire du vélo. Vendu. Pour une enveloppe. 21h55, retour à la caméra du bureau. Cyprien rangeait ses affaires. L'imprimante, le scanner. Armelle est revenue. Elle avait l'air soulagée que Barnabé soit parti. Elle s'est approchée du bureau. Elle a pris le tampon encreur de l'entreprise. Le sceau officiel. Elle l'a appliqué sur les 3 copies falsifiées. Et puis, elle a pris un stylo. Elle a signé son propre nom sur les documents falsifiés. Dans la case « Témoin ». Elle n'était pas seulement complice. Elle était un témoin actif de la fraude. Elle venait de lier son nom au mien, dans un acte criminel. Elle venait de sceller son destin. Et le mien. J'ai tout enregistré. Chaque seconde. J'ai fait des captures d'écran de Cyprien à mon bureau. D'Armelle signant comme témoin. De l'échange d'enveloppes de Barnabé. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB que je gardais sur mon porte-clés. Mon téléphone professionnel a vibré. C'était Sidonie. L'histoire vous ferait réagir comment, vous ? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous,
vous êtes d'où? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. J'ai décroché le téléphone prépayé. Sidonie. Léo. C'est pire que ce que tu penses. Sa voix était tendue, professionnelle. La voix qu'elle prenait quand elle avait trouvé quelque chose de grave. Ton père a un trou de 400 000 euros. 400 000. Des paris sur les courses à Vincennes. Ça fait 18 mois que ça dure. Il perdait gros. J'ai fermé les yeux. Le chiffre flottait dans le noir. 400 000 euros. Mais ce n'est pas tout, a-t-elle continué. Ta mère. Armelle Fournier. Elle a ouvert un nouveau compte d'épargne sous son nom de jeune fille il y a 3 semaines. Dans une banque en ligne. Il est vide pour l'instant, mais il est prêt. Barnabé, ai-je soufflé. J'y arrive. J'ai trouvé des traces de prélèvements étranges. J'ai piraté son portail étudiant. Il n'a pas payé ses frais d'inscription depuis 1 an. Mais ce n'est pas ça le plus gros. Il a une dette de 50 000 euros. Un truc qui ressemble à un prêt personnel, ou à des usuriers. Le taux d'intérêt est criminel. Et, oh. Attends. J'ai entendu le cliquetis de son clavier. Léo. La dette. Elle vient d'être marquée comme « payée ». Il y a 1 heure. Intégralement. L'enveloppe. J'ai regardé à nouveau la caméra de sécurité, en direct cette fois. L'entrepôt était calme. Mais mon esprit était en ébullition. J'ai rembobiné la cassette de la nuit. Minuit 12, minuit 12. Le pick-up de Barnabé était de retour. Il s'est garé au même endroit, près des silos. Cyprien est sorti. Cette fois, l'enveloppe était plus fine. Un échange rapide. Barnabé est reparti. J'ai compris. J'ai failli vomir. Sidonie, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Ce n'était pas une enveloppe. C'était 2. Quoi? J'ai les vidéos. Il l'a payé 2 fois. La première, c'était la dette. Les 50 000. La deuxième, celle de minuit, c'était son bonus. Son argent de poche. Un long silence. Léo. Ce n'était pas seulement du chantage. Il n'était pas seulement forcé par ses dettes. Il était payé pour sa participation. Il a vendu sa propre sœur pour de l'argent de poche. Léo, qu'est-ce que tu vas faire? Mon téléphone prépayé a bipé. Un nouveau message. De Sidonie. Un lien. Mon Dieu, Léo. Ne fais rien. Il a fait des recherches sur des comptes offshore. Suisse. Panama. Le mois dernier. Ils ne vont pas seulement payer les dettes. Ils vont partir. Ils allaient disparaître. Avec tout. Avec les 2 millions d'euros de la vente des actifs. J'ai raccroché. J'ai appelé Maître Vallet. Sa voix était somnolente, il était tard. Maître. C'est moi. J'ai tout. J'ai des enregistrements audio. J'ai des vidéos. J'ai les preuves de la fraude, de la complicité, de la falsification. Il prévoit de vider les comptes et de fuir le pays. Nous allons demander un gel des actifs lundi matin, a dit sa voix calme. Non. Pardon? Pas lundi. C'est trop tard. Ils vont bouger ce week-end. Je le sais. Vous devez le faire dimanche. Mais Léontine, la banque, tout est fermé le dimanche. Trouvez un juge de garde. Faites ce que vous avez à faire. Maître. Ils veulent vendre les camions. Ils veulent vendre l'entrepôt. Dimanche. Où il n'y aura plus rien à geler. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur. La caméra en direct. La lumière de la cuisine venait de s'allumer. Mes parents. Ils étaient dans la cuisine, ils riaient. Ils buvaient un verre de vin. J'ai un plan, ai-je ajouté. Et j'ai besoin que vous le fassiez dimanche matin. À 9 heures précises. Il y eut une longue pause. Très bien, mademoiselle. Dimanche. 9 heures, je m'en occupe. J'ai raccroché. J'ai regardé la caméra en direct. Ils avaient l'air si heureux. Si normaux.
Mon plan était risqué. Il était théâtral. Il était cruel. Il était parfait. 2 heures du matin. La chambre d'hôtel était glaciale. Je n'avais pas dormi. Je ne pouvais pas. Sidonie m'a envoyé l'audit complet. C'était un chef-d'œuvre de comptabilité forensique. Un document de 30 pages qui détaillait la mort financière de l'entreprise de mon grand-père. Le puzzle s'assemblait, et l'image qu'il formait était monstrueuse. Cyprien n'avait pas seulement parié. Il avait utilisé les comptes de l'entreprise comme sa tirelire personnelle pendant des années. Mais il était devenu négligent. Armel, qui avait passé des années à couvrir ses petites dépenses en les maquillant en frais de représentation, maintenance imprévue, était maintenant dépassé. Les 400 000 € n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Les créanciers appelaient. Les fournisseurs commençaient à exiger des paiements anticipés. Le plan des 2 millions d'euros n'était pas seulement un enrichissement. C'était une fuite. Sidonie avait découvert un nouveau compte professionnel, ouvert il y a un mois dans une agence du Crédit Lyonnais à Paris, loin de Rouen. Il était au nom d'une société écran. Logistique International Express. Une société prête à recevoir le produit de la vente d'actifs. Quels actifs? J'ai vérifié les papiers que j'avais pris sur mon bureau. La procuration qu'il voulait que je signe. Ce n'était pas une simple procuration bancaire. C'était une autorisation de vente. La vente de nos 20 meilleurs camions. Les Scania neufs, ceux que j'avais mis 6 mois à négocier. La vente de l'entrepôt principal. Le cœur de l'entreprise. Ils n'allaient pas juste voler de l'argent. Ils allaient décapiter Logistique Durand. Payer leurs dettes, transférer le reste en Suisse, et me laisser avec une coquille vide, 60 employés sur le carreau, et la faillite. Se débarrasser de moi était littéral. Ils allaient m'effacer financièrement. Et Barnabé. Mon petit frère. Je me suis souvenu. Il y a 6 semaines. Il était venu me voir dans le bureau. L'air faussement décontracté. Léo, j'ai un super plan. Un investissement crypto. Un truc de fou. J'ai juste besoin de 20 000 €. Je te les rendrai au centuple. Je lui avais ri au nez. Pas question, Barnabé. Trouve un vrai travail. L'argent ne tombe pas du ciel. Il était parti en boudant, en claquant la porte. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour Pépé? Tu n'es que ma sœur. Et tu as toujours tout eu. À l'époque, j'avais levé les yeux au ciel. Une crise d'ado attardée. Maintenant, je comprenais. J'avais fermé le robinet. Alors, il s'était tourné vers Cyprien. Et Cyprien, voyant une opportunité, lui avait offert un marché bien plus juteux. Toute ma famille. Chacun avait sa motivation. Cyprien, le joueur, le faible, fuyant ses dettes. Je me suis souvenu d'un flash, Pépé trouvant un ticket de Paris dans la poche de la veste de Cyprien, il y a 15 ans. Ce n'est rien, papa, c'est juste pour s'amuser. Ce n'était pas un nouveau problème. C'était un vieux démon. Armel, la martyre rancunière, terrifiée de perdre son statut, sa maison. Elle sauvait sa famille en la détruisant. Sa justification, elle s'en sortira, c'était sa façon de dormir la nuit. Barnabé, l'enfant gâté, l'éternel raté, qui estimait que tout lui était dû. Il se sentait enfin important, dans le coup, avec son père. Et moi? J'étais la gardienne du temple. La vache à lait. Et il s'apprêtait à piller le temple et à abattre la vache. J'ai ouvert mon logiciel de montage vidéo sur mon ordinateur portable. Si j'étais la gardienne, il était temps de le prouver. Je n'avais pas dormi depuis presque 36 heures. Mes yeux me brûlaient, mais mon esprit était d'une clarté terrifiante. J'ai importé les fichiers. La chambre d'hôtel était devenue une salle de montage. Couche 1, l'audio. Le fichier, preuve 1. J'ai écouté à nouveau la voix de mes parents. Mais cette fois, ce n'était plus ma famille. C'était la cible. J'étais en contrôle. J'ai nettoyé le son, supprimé les bruits de fond, augmenté le volume sur les mots-clés. Falsification. Se débarrasser d'elle. Usurier. Ruine. Couche 2,
La vidéo. Les enregistrements de la caméra de sécurité du bureau. J'ai synchronisé l'audio de la conspiration avec les images de sa mise en œuvre. La juxtaposition était brutale. On entendait Armelle parler de « partir au soleil » au moment même où on la voyait signer son nom en tant que « témoin » de la fraude. Couche 3, le texte. Les preuves. Les captures d'écran de Sidonie. J'ai ajouté des sous-titres. Des blocs de texte rouge vif. Rouge sang. Signature falsifiée, superposée sur les mains de mon père, manipulant ma signature. Armelle Durand, complice, au moment précis où elle apposait le tampon de l'entreprise. Barnabé Durand, 50 000 €, le prix de la trahison, sur l'image granuleuse de l'échange d'enveloppes près du silo. J'ai travaillé pendant des heures. Ce n'était pas un travail de colère. C'était un travail de chirurgien. Précis. Froid. Implacable. J'ai terminé. 5 minutes. 5 minutes d'une chronologie irréfutable de leur complot. J'ai regardé la vidéo en entier. J'ai appuyé sur « Exporter ». Pendant 1 seconde, j'ai regardé la barre de progression. Mon doigt a tremblé sur le trackpad. Une partie de moi, la petite fille qui avait fait du vélo sur les épaules de son père, voulait tout supprimer. Quitter cet hôtel, conduire jusqu'à Lille, et faire comme si de rien n'était. Prétendre que je n'avais rien entendu. Puis-je vraiment faire ça, ai-je murmuré dans la chambre vide. Détruire ma propre famille? Je me suis souvenu de mon 10e anniversaire. Mon père m'avait offert un chiot. Un golden retriever. J'avais pleuré de joie. C'est l'homme que je m'apprête à détruire, ai-je pensé. Puis, l'image de Pépé sur son lit de mort m'est revenue. Tu devras être forte. Protège cet héritage. J'ai cliqué. Le fichier s'est exporté. J'ai envoyé le fichier final à Maître Vallet. Pour information. Je l'ai lu à 9 h dimanche. Sans faute. Puis, j'ai vérifié la caméra en direct. 4 h du matin. L'entrepôt. Ils étaient déjà là. Cyprien et Armelle. Ils n'avaient pas dormi non plus. Ils installaient des tables pliantes, accrochaient des guirlandes lumineuses. Mon sang s'est glacé. Mais qu'est-ce qu'il... Et j'ai compris. J'avais oublié. Bien sûr. Dimanche. C'était la fête annuelle des employés. Le grand barbecue familial de Logistique Durand. Ils se préparaient pour leur dernière grande performance. Les hôtes parfaits. Le couple aimant. Le patron généreux. Juste avant de vider les comptes et de disparaître. Un sourire glacial s'est dessiné sur mon visage. Ils préparaient une fête? Parfait. Ils allaient avoir une fête inoubliable. J'ai pris mon téléphone prépayé. J'ai cherché « Location enceinte Bluetooth haute puissance Rouen ». J'ai trouvé un magasin qui ouvrait à 5 h. J'ai réservé le plus gros modèle. Pour une grande fête, ai-je dit au vendeur. Dimanche matin. 5 h, le parking du magasin de location. L'air était vif. J'ai payé en espèces, j'ai chargé l'énorme enceinte dans le coffre de ma voiture. Elle pesait 1 tonne. L'arme de ma vengeance. Je n'ai pas conduit jusqu'à l'entrepôt. Pas encore. C'était trop tôt. Je me suis garé dans une rue voisine, avec vue sur l'entrée de l'entreprise. Et j'ai attendu. J'ai bu du café froid dans un gobelet en carton. J'ai regardé le soleil se lever sur Rouen. Mon téléphone prépayé a vibré à 9 h une précise. Un simple message de Maître Vallet. C'est fait. Ils sont gelés. J'ai pris une profonde inspiration. L'acte 1 était terminé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'argent était en sécurité. Maintenant, il restait la justice. J'ai conduit lentement jusqu'à Logistique Durand. J'ai contourné l'entrepôt principal, me garant derrière le vieux hangar de maintenance, le hangar H, celui que Pépé utilisait pour ses projets personnels. Hors de vue des invités qui commençaient à arriver. 10 h 30, la fête battait son plein. J'ai entendu la musique country que mon père aimait tant. J'ai senti l'odeur des merguez et des saucisses sur le barbecue géant. J'ai pris l'enceinte.
J'ai lutté pour la sortir du coffre. J'ai utilisé un petit diable que j'avais gardé. Je me suis glissé par la porte de service latérale du hangar principal, celle que personne n'utilise jamais. Elle menait à l'escalier de la mezzanine. Le grenier. Là où Pépé gardait ses archives, des décennies de bons de livraison et de factures. J'ai monté les escaliers, le cœur battant à tout rompre. L'enceinte était lourde. L'odeur de poussière et de vieux papier m'a envahi. L'odeur de mon grand-père. J'ai placé l'enceinte dans l'ombre, derrière une pile de vieux classeurs. Invisible, mais parfaitement orienté vers la foule en dessous. Je l'ai connecté en Bluetooth à mon téléphone prépayé. J'ai vérifié le volume. Maximum. Je me suis approché du bord de la mezzanine. J'avais une vue parfaite. J'étais un fantôme surplombant sa propre vie. La scène était idyllique. 60 employés et leurs familles. Des enfants qui couraient avec des ballons. Mes chauffeurs, des hommes que je connaissais depuis 10 ans, buvaient des bières et riaient. Marc, à qui j'avais prêté de l'argent quand sa femme était malade. Sylvie, la secrétaire, qui m'envoyait des photos de ses chats. C'était eux, aussi, qu'ils trahissaient. Et au centre de tout cela, mes parents. Cyprien, une bière à la main, riant aux éclats, une tape dans le dos par-ci, une blague par-là. Armelle, apportant des saladiers, souriant à tout le monde, la parfaite hôtesse. Barnabé, près du barbecue, essayant de draguer la fille du nouveau comptable. Ils étaient parfaits. Puis, la musique s'est arrêtée. Cyprien est monté sur l'estrade de Palette, micro à la main. C'était l'heure du discours. Son moment préféré. Merci à tous. Merci d'être venus, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans l'entrepôt. Quelle année formidable pour Logistique Durand. Ma famille et moi, nous sommes si fiers de ce que nous avons construit ensemble. Fiers de cet héritage. Il a levé son verre. À la famille. À Logistique Durand. C'était mon signal. Je suis sorti de l'ombre. J'ai commencé à descendre lentement les escaliers métalliques de la mezzanine. Clang. 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 Chacun de mes pas résonnait dans le silence soudain. Un silence est tombé. La tête d'un chauffeur s'est tournée. Puis une autre. Leurs sourires se sont figés. Cyprien s'est interrompu au milieu de sa phrase. Il m'a vu. Son sourire s'est évanoui. Il est devenu blanc. Léontine ? Mais, tu devrais être à Lille. Je suis arrivé au pied de l'escalier. Je me suis arrêté au milieu de la foule silencieuse. J'ai levé les yeux vers lui, sur sa petite scène. J'ai oublié mon dossier, ai-je dit, ma voix portant dans le silence. Et j'ai appuyé sur « play ». Le son a explosé depuis l'enceinte cachée. Ce n'était pas de la musique country. C'était la voix de mon père. Signe comme ça, et la banque n'y verra que du feu. Un silence de mort s'est abattu sur l'entrepôt. Un silence si profond que j'entendais le grésillement des saucisses sur le barbecue. Les gens ont figé, des vers à mi-chemin de leurs lèvres. Puis la voix d'Armelle. Il faut se débarrasser d'elle. J'ai regardé ma mère. Son plateau de verre vide qu'elle tenait s'est écrasé au sol. Le bruit du verre brisé a été couvert par son propre cri, un son aigu, étranglé. Barnabé aura ses 50 000 € pour se taire. J'ai tourné la tête vers Barnabé. Il était près du barbecue. Il a lâché sa pince. Sa bouche s'est ouverte. Il m'a regardé avec des yeux paniqués. Puis il a regardé la porte. Et il a couru. Il n'a pas crié. Il n'a pas essayé de s'expliquer. Il a couru. Il a poussé des enfants, il a renversé une table de salade. On l'a entendu sauter dans son pick-up. Le crissement de ses pneus dans l'allée fut le prochain son que nous entendîmes. L'enregistrement continuait. Implacable. Usurier. Falsification. Ruine. Cyprien, sur scène, était blanc comme un linge. Il a tenté de parler, ce n'est pas, mais aucun son n'est sorti. Il a lâché le micro, qui est tombé avec un « tude » sourd sur les palettes. Puis Maître Vallet est entré par la grande porte. Il n'était pas habillé pour un barbecue.
Il portait son costume 3 pièces sombre. 2 hommes en costume l'accompagnaient. Des huissiers. Cyprien Durand, la voix de Maître Vallet a résonné, calme et mortelle. En tant qu'exécuteur testamentaire de votre père, je vous informe que les actifs du trust de logistique Durand ont été gelés par ordonnance du tribunal à 9 heures ce matin. Une plainte pour fraude, falsification et abus de confiance a été déposée. La foule a halté. Des téléphones se sont levés. Ils filmaient. Cyprien est tombé à genoux. Sur sa scène de palette. Il pleurait. Léontine, pardonne-moi, ma fille, je t'en supplie. Armelle était recroquevillée sur le sol, sanglotant hystériquement, au milieu des débris de verre. J'ai ramassé le micro que Cyprien avait lâché. Je me suis approché de l'estrade. J'ai regardé mon père, à genoux. Aujourd'hui, ai-je dit dans le micro, ma voix étonnamment stable, je n'ai plus de parents. Ni de frères. L'entreprise appartient à mon grand-père, et par son testament, à moi. Elle le restera. Je me suis tourné vers la foule. Vers mes employés. Leur visage était un mélange de choc, de pitié et de dégoût. Ceux qui veulent travailler pour moi, pour la vraie logistique Durand, pour l'héritage de Pépé, je vous attends demain à 8 heures. Les autres, la porte est là. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai posé le micro et j'ai traversé la foule, qui s'est écartée comme la mer Rouge. Je n'ai ressenti aucune victoire. Seulement un vide immense, froid. Les 3 mois suivants furent un enfer juridique. Le divorce de mes parents a été prononcé pour faute. La maison, notre maison, a été vendue aux enchères pour couvrir une partie des 400 000 € de dettes de jeu de Cyprien. Ils ont dû déménager dans un petit logement social de l'autre côté de la ville. Je n'ai pas porté plainte au pénal. Je ne pouvais pas. C'était ma seule pitié. Mais la justice civile a été impitoyable. Je vois Cyprien parfois. Il travaille de nuit dans une station-service sur l'autoroute. Il a l'air d'avoir pris 20 ans. Un soir, il ne m'a pas vu, j'ai fait le plein. Il n'a pas levé les yeux. Armelle est caissière chez Lidl. Elle a teint ses cheveux. Je l'ai vu une fois, j'ai laissé mon caddie et je suis parti. Barnabé a disparu. Complètement. Des rumeurs disent qu'il est en Belgique, travaillant au noir sur des chantiers. Il n'a jamais essayé de me contacter. 6 mois plus tard. J'ai embauché un nouveau directeur financier. Une femme brillante, impitoyable, qui s'appelle Sidonie. J'ai vendu les actifs inutiles, j'ai modernisé la flotte. J'ai lancé notre branche e-commerce. Le chiffre d'affaires a augmenté de 25%. Les employés sont restés. Tous. L'héritage est sauf. Mais à quel prix? La confiance, j'ai appris, ne se donne pas par le sang. Elle se mérite par des actions. Ma famille s'est effondrée, mais l'intégrité de l'entreprise a été reconstruite, plus forte. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Votre temps est précieux, et le fait que vous ayez écouté mon histoire compte énormément pour moi. Maintenant, c'est à vous. Laissez vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà été confronté à une trahison aussi profonde, venant de ceux que vous aimiez le plus? Comment avez-vous reconstruit votre vie? Partagez votre histoire. Nous sommes plus forts ensemble.